Merci de votre fidélité à cette édition hebdomadaire. Sur ce plateau, Christy Mationa. Salut Christy. Salut Justin. Alors la vitrine de ce journal. La semaine qui vient de s'achever était riche en actualité. D'abord le sommet de la plus haute importance sur la Libye tenu dimanche en Allemagne. Les participants ont aussi appelé à un véritable cessez-le-feu permanent sur le terrain qui se fait entendre malgré l'entrée en vigueur le 12 janvier d'une fragile trêve entre belligérants. La République du Congo était valablement représentée à ses assises par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. En société, le Congo a interdit sur son territoire le 15 janvier l'importation des ailes de poulet en provenance de la Pologne. Autre sujet qui a même fait la une des réseaux sociaux en santé, c'est la traque du directeur général du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Sylvain Villiard a mis la main sur les faux diplômes de certains agents de santé. En politique, pour terminer, nous parlerons de la rentrée politique du parti UDA-Suyuki, de l'opposant Parfait Kolela et la conférence de presse de la COPAR. Voilà un peu, en quelque sorte, les principaux titres ayant marqué l'actualité cette semaine. Justin. Vous le disiez, Christian, titre, les chefs d'État et de gouvernement présents à la conférence internationale sur la Libye en Allemagne ont lancé un appel au respect de l'embargo sur les armes, mais aussi au cessez-le-feu permanent. Le résumé de cette rencontre de Berlin dans ce reportage de Célestin Ogano-Erika. International de Berlin sur la Libye qui a réuni 11 pays du monde avec l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine et la Ligue arabe autour d'une table ronde a eu de longues discussions contradictoires focalisées sur l'avenir de la Libye. Ici, à la chancellerie fédérale, la communauté internationale est animée par la volonté de parvenir à un accord global et durable pour restaurer la paix et la stabilité dans ce pays dévasté par la guerre. Mais le manque de dialogue sérieux entre le maréchal Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj, qui se disputent la Libye, n'a pas du tout facilité les pourparlers de Berlin. Néanmoins, on peut noter au sortir de cette conférence une petite avancée vers la paix. Notamment, les participants se sont engagés à respecter sans équivoque et pleinement l'engagement sur les armes institué par la résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2011. Ils ont appelé à la cessation des hostilités et à un cessez-le-feu durable. L'autre point fort salué est que les pays étrangers ont renoncé à toute ingérence dans le conflit libyen. S'agissant du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, la conférence a enjoint son président Denis Sassou Nguesso à poursuivre la médiation interlibyenne. Reconnaissant les efforts déployés par ce comité, Angela Merkel et Recep Tayyip Erdogan envisagent d'envoyer un groupe d'experts allemands et turcs à la prochaine réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, prévue le 30 janvier à Brazzaville. Peu avant la tenue de cette conférence, l'après-midi du dimanche 19 janvier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été d'abord reçu en matinée par la chancelière allemande Angela Merkel. Une chaleureuse réception qui a permis aux deux hautes personnalités d'échanger sur la politique internationale avant d'évoquer la coopération bilatérale entre les deux pays. Rien que cette attitude des deux chefs d'État renseigne sur leur ambition de renforcer l'axe Berlin-Brazzaville. La veille de la conférence de Berlin sur la Libye, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a rencontré le président Denis Sassou Nguesso, question d'harmoniser leurs éléments de langage, ce qui fut fait lors du déroulement des travaux de la conférence de Berlin. En sport, les Diables Rouges Dames U23 de football ont battu dimanche dernier les Welwisha U23 d'Angola par un score de 2-0 au stade Alphonse Massomba Deba en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football dames de cette catégorie de moins de 20 ans. Les temps forts de cette rencontre dans ce reportage de Evra Kasumba. Elles ont fait l'essentiel. Les Diables Rouges Dames U20 se sont imposées devant les dames de Welwisha d'Angola. 2-0 en ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football de cette catégorie. But inscrit en deuxième période du match, d'abord à la 55e minute par Doris Senga et le second dans les derniers instants de la rencontre par Queen Bwanga. Une belle performance que l'entraîneur des Congolaises entend rééditer au match retour. C'est un bon pas que nous avons pris. Le peu de temps qu'il nous reste pour le match retour, nous allons nous préparer et corriger les faillites que nous avons vues sur le terrain. Ce que je vais demander, c'est que cette équipe-là, on doit leur faire confiance. On doit leur faire confiance. Ils ont fait un bon match, ils ont fait un bon travail. Et nous, on va essayer de faire le maximum pour que le match retour, nous allons nous préparer et corriger les faillites que nous avons vues sur le terrain. Ce que je vais demander, c'est que cette équipe-là, on doit leur faire confiance.
c'est une équipe jeune. La majorité, elles n'ont jamais porté le maillot du pays, donc défendre le pays, à l'exception de la capitale qui est déléguée, mais les autres, elles n'ont jamais fait une telle campagne. Donc, pour elles, c'est une découverte. Alors, nous devons leur donner le temps de se former, le temps d'améliorer les qualités techniques et tactiques, même physiques, qu'elles détiennent. Battu, mais tout est toujours possible, a déclaré Sandra Diaz, entraîneur des dames U20 d'Angola. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que d'abord, elle va analyser cette premier jeu avec les promeneurs. Parce que après préparer le prochain match. Les Diables Rouges sont donc avertis. Reste alors la préparation pour le match retour prévu à Luanda en Angola le 12 février prochain pour obtenir leur qualification au prochain tour. En politique, le palais des congrès était noir du monde le week-end dernier. Le parti politique Union des démocrates humanistes, UKI, de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela, a fait sa rentrée politique. À l'occasion, Guy Brice Parfait Kolela a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2021. Militants et sympathisants de cette formation politique de l'opposition ont saisi cette opportunité pour organiser une collecte de fonds, ceci pour soutenir sa campagne électorale. Le point dans ce reportage de Irma Okodi. Guy Brice Parfait Kolela sera candidat à la présidentielle de mars 2021. L'annonce a été faite le week-end dernier au cours de la rentrée politique de cette formation de l'opposition. Rencontre qui a regroupé les membres et sympathisants de l'Union des démocrates humanistes UKI des différents arrondissements de Brazzaville. Une manière pour le président de l'UDH UKI de suggérer quelques propositions aux autorités, notamment sur le dialogue inclusif. Dialogue qui sera centré sur la question du conflit du pôle et celle de la gouvernance électorale avec le fichier électoral biométrique, ce en vue d'apporter aux Congolais une autre perspective, celle de l'espoir. Mes chers compatriotes, pourquoi sommes-nous candidats à la candidature de l'élection présidentielle de 2021? Notre candidature part d'un constat. Le constat est le suivant. Après une dizaine d'années, période à laquelle le Congo a connu une embellie financière et économique, le Congo est retombé aujourd'hui dans des difficultés financières énormes. Les retraités ne sont pas payés, beaucoup d'arriérés de salaire pour les étudiants, beaucoup d'arriérés de salaire pour beaucoup de catégories socio-professionnelles. Nous nous sommes battus pour signer des accords avec le FMI. Et le FMI nous a imposé 48 mesures. Sur les 48 mesures, nous n'arrivons même pas à les appliquer. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, on aura seulement appliqué 11 ou 15. Cela montre les difficultés dans lesquelles le Congo se trouve. La gouvernance politique, économique, financière est mauvaise. Le Congo que je veux, c'est l'accès à la justice de tous. Le Congo que je veux, c'est la lutte contre la corruption. En 2019, cette grande formation politique a pu implanter son parti sur l'ensemble du territoire national. Nous a-t-on appris dès le premier trimestre de cette année, un forum pour le plan parfait pour le redressement du Congo sera organisé, a indiqué Guy Brice Parfait Kolela. Il est à noter que cette cérémonie a été agrémentée par l'artiste musicien Zao avec sa célèbre chanson Ancien combattant. Nous voulons la paix.
le Congo a suspendu le 15 janvier dernier l'importation des ailes de poulet de marque Whispaz en provenance de la Pologne jusqu'à nouvel ordre. Effectivement, Christy, c'est ce qui ressort de la note circulaire du ministère du Commerce et des Approvisionnements. Selon le ministère de la Santé, ces ailes seraient infectées alors que le stock contenant ces ailes serait déjà consommé par le Congolais depuis octobre, voire novembre 2019. Le point dans ce reportage de Irma Kondiou et Morel Mobé. Suite à la note circulaire datant du 14 janvier 2020 de la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement qui attire l'attention des Congolais sur la présence des ailes de poulet congelées de la marque Whispaz, lesquelles ailes de poulet seraient à l'origine de flambées des maladies diarrhéiques. Constatant que les Congolais sont beaucoup friands des ailes de poulet, nous avons interviewé quelques-uns d'entre eux qui pensent que les responsabilités sont partagées. La grande question que l'on se pose est celle-ci. Comment ces denrées alimentaires et ces produits carnés rentrent au Congo? On interdit. Mais comment est-ce que ça rentre ici au Congo? Je pense que ça passe par la douane. Et dans chaque service, là où il y a la douane, il doit avoir le ministère, je pense, du commerce. Il doit avoir aussi le ministère de l'agriculture qui est chargé de contrôler tous les produits qui rentrent au Congo. Bon, maintenant, si depuis là-bas, on laisse passer, que fait la population avec la crise actuelle que nous sommes en train de vivre? Donc le ministère doit penser, ils doivent s'entendre. Tous les ministères, c'est un problème qui est national, c'est pas un problème seulement du ministère du Commerce. On doit voir tous ces paramètres. Tous les ministères concernés, surtout qui sont dans des frontières. Aujourd'hui, on a interdit les sachets, mais quand vous venez au marché, on voit toujours des sachets. Ça passe par où? La population est ignorante sur ça. Vous voyez, la plupart des vendeurs, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ont un peu de formation à suivre. Moi, je crois qu'à ce niveau, il faut même, ça interpelle beaucoup plus les ministères. Ce vendeur des ailes de dinde et des ailes de poulet rencontré au marché Total nous a dit qu'il a été informé à travers les réseaux sociaux sur cette note ministérielle. Le dimanche, Opéra Mini News, il y a aussi une nouvelle qui s'est propagée qu'au Congo-Brazzaville, les produits congelés sont avariés tout en sortant. J'ai même la page. Sur Opéra Mini News, il y a aussi une nouvelle qu'ils ont propagée le dimanche. Ils avaient dit au Congo-Brazzaville, les produits alimentaires sont détectés avec des germes. Ça, moi-même, j'ai Mermos Babunga, secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, a quant à lui félicité la ministre de la Santé pour cette alerte et exhorte les consommateurs congolais à la prudence. Note de service met à découvert les pratiques usuelles dans le contrôle des denrées alimentaires qui sont destinées à la consommation des Congolais. D'ailleurs, le président de la République lui-même en doute la qualité. Ça veut dire que le ministère du Commerce accuse des faiblesses dans la surveillance des produits que les Congolais doivent consommer. Et donc nous recommandons aux consommateurs congolais d'arrêter avec la consommation des ailes de poulet et au-delà des cuisses de poulet en attendant que la situation se normalise. Du côté du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, un autre son de cloche. Pour le directeur de la répression et de fraude commerciale, Florent Nikez Mvoulayera, ces ailes de poulet qui avaient le Salmonella enterica, qui est un microbe, sont arrivés au Congo depuis août 2019. Le conteneur est importé au mois de juin. Il a fait tout son service. Il est arrivé au mois d'août. Au mois d'août, c'est au mois de novembre qu'on nous apporte l'information. Mais le conteneur, quand c'est plus gros, 20 kilos, c'est moins de 2500 cartons, mais ce conteneur a été vidé depuis très longtemps. Il a mis la lumière sur les accusations qui sont formulées à leur égard, sur leurs responsabilités. Votre gouverne,
ça fait un bout de temps qu'on a sorti le ministère du Commerce du port. Alors vous voyez que quelqu'un qui n'est pas dans le port, il va aller attraper les trucs qui sont dans le port commun. Nous faisons attention. Signalons que le ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Claude Alphonse Silou, a pris également une note circulaire le 15 janvier 2020, suspendant jusqu'à nouvel ordre les importations des produits carnés d'origine et en provenance de la Pologne, pays d'où provenait le conteneur des ailes de poulet suspectées. Rappelons que c'est l'Union européenne qui avait informé le Congo au mois d'octobre 2019 sur la présence de ce conteneur des ailes de poulet à Pointe-Noire. Le directeur général de DRTV HD a édifié cette semaine les étudiants de l'SGAE en Master 2, petites et moyennes entreprises, sur la dynamique de l'entrepreneuriat au Congo, cas de DRTV. C'est au cours d'une causerie débat organisée par cette école supérieure de gestion et d'administration des entreprises. Reportage de Morel Mabélé. Donc, ils étaient tout tués, tout oreille pour écouter Paul Soni Benga, directeur général de DRTV International. Ce sont les étudiants de l'école supérieure de gestion et d'administration des entreprises ESGAE en Master 2. Paul Soni Benga, économiste de formation, a échangé avec ses étudiants parcours management PME sur la dynamique entrepreneuriat au Congo, cas de DRTV. Le directeur général de DRTV, dans son exposé, est parti de la vision qu'avait le promoteur de DRTV dans la création de DRTV, première chaîne de télévision privée du Congo. Une vision qui est partie du tournage vidéo participant à la promotion de la culture congolaise jusqu'à la création de DRTV le 28 novembre 2002. Au cours de cet échange, les étudiants de l'ESGAE ont appris que DRTV est une véritable petite et moyenne entreprise, PME, qui fonctionne avec un modèle économique basé sur la publicité et l'achat d'espace. Les participants ont été aussi édifiés sur l'environnement audiovisuel du Congo où les entreprises traînent encore les pas pour faire connaître leurs produits, chose qui ne facilite pas la tâche aux télévisions privées qui doivent payer leurs agents et supporter certaines charges. Toutes les images que nous devons diffuser, il faut que les reporters aient pris soin de vérifier pour éviter que nous puissions assumer. Alors, dans les réseaux sociaux, il n'y a pas un rédacteur en chef, il n'y a pas le directeur de l'information, il n'y a pas le dernier filtre qui, avant que ça ne passe à la régie, qui voit si l'information là n'est pas bonne. Il n'y a pas tout ça. Ça rentre, vous consommez, et après quand on se rend compte que c'était du mensonge, c'est trop tard, mais vous avez consommé. Mais chez nous, il y a même un dernier filtre. Si là-bas ils n'ont pas pu dire que cette image n'est pas bonne, bon, appelons quand même le directeur de l'information bien pour savoir est-ce que cette image-là peut passer. Madame Flora Nombo, étudiante en Master 2 commercial à l'ESGAE, est très satisfaite de cet échange. Aujourd'hui, les Congolais ne pensent qu'à aller trouver un travail à la fonction publique. Et là, c'est un exemple pertinent d'un Congolais qui a donné un grand exemple aux Congolais qui peuvent entreprendre en dehors de la fonction publique et d'autres choses. On peut toujours entreprendre et faire avancer le pays. Et il nous a fait comprendre que la télévision n'est pas seulement pour certaines choses, mais on peut diffuser notre culture, on peut diffuser tout ce que nous avons, nos valeurs, qui seront aussi regardées de la même manière que nous regardons les valeurs des autres, que nous sommes en train de cultiver sans se rendre compte. Nous cultivons la manière de parler des Ivoiriens, des Nigérians. Ça entre dans notre culture. Au fond, nous aussi, nous avons des valeurs que nous pouvons aussi promouvoir et qui seront regardées ailleurs par la télévision. L'ESGAE est le premier établissement privé d'enseignement supérieur dont les diplômes ont été accrédités par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Elle sait adapter également sa formation aux réalités du monde du travail, d'où l'importance de cet échange. L'affaissement d'une partie de la route de la Corniche ici à Brazzaville le 9 janvier dernier au centre d'une rencontre entre CRBC, l'entreprise responsable de ces travaux, mais aussi différents responsables des grands travaux, mais aussi ingénieurs. Au sortir de cet échange, l'entreprise a proposé 2 solutions dans le cadre de la réhabilitation de ce tronçon. L'affaissement de cette partie de la Corniche avait fait parler de lui, tant
la mise en circulation de la route était de date relativement récente. C'était le 5 février 2016. La surprise de l'effondrement est le mois passé. Il fallait déterminer les causes et Jean-Jacques Bouya lui-même le disait. Le jour de l'affaissement, c'était le 9 janvier. L'expertise va se faire parce qu'il faut d'abord faire l'expertise, savoir exactement comment le glissement de terrain peut se faire, que s'est-il passé. Le lundi dernier, l'entreprise CRBC, responsable des travaux à l'époque sur le tronçon, est venue faire son point dans ce qu'elle a appelé le rapport d'analyse du glissement du mur de soutènement. Nous avons constaté que pour ce phénomène, nous avons constaté qu'il y a un changement climatique. Donc, nous avons constaté que la quantité des eaux de la saison de pluie depuis le septembre 2019 est plus courante que les années passées. La raison donc, selon le rapport d'analyse, c'est une forte montée des eaux, une crue, qui est la cause directe de l'affaissement du mur de soutènement. La crue des eaux dépassant le niveau centennal. On avance ici aussi les raisons des changements climatiques, sans expliquer aussi comment les autres endroits du même côté ont pu résister à ces mêmes changements climatiques et aussi à cette remontée des eaux de niveau centennal. Pour rétablir la circulation, l'entreprise a proposé une solution provisoire et une définitive. Les discussions devront se poursuivre pour harmoniser les points de vue avec les grands travaux. La rencontre en forme de débat à bâton rompu était ouverte à tout le monde, cadre des grands travaux et autres secteurs, journalistes et même le très prochain ordre des ingénieurs. Et puis le coordonnateur général par l'intérim de la Convention des partis républicains, Copar ainsi, il vient d'analyser la situation actuelle du pays, c'est Christy, au cours d'une conférence de presse. Au cours de ce tête-à-tête avec les chevaliers de la plume et du micro, le coordonnateur général par intérim de cette organisation politique est revenu sur plusieurs points qui touchent le pays, notamment la situation politique nationale du pays, les élections de 2021, le dialogue national, la sécurité alimentaire au Congo et les délabrements du réseau routier. On voit tout cela dans ce reportage de Irma Okondio. C'est une conférence de presse qui a permis au coordonnateur général par intérim de la COPAR d'épingler plusieurs situations 15 mois avant la tenue de la prochaine élection présidentielle, notamment sur la politique nationale avec le processus électoral, le dialogue national, bref, sur la question du délabrement du réseau routier aussi, sur la question des catastrophes naturelles qui frappent de plein fouet le Congo depuis quelque temps. Là aussi, la COPAR s'interroge sur la stratégie globale de gestion de catastrophes mise en place. Cette plateforme de l'opposition propose qu'il y ait un fonds de soutien d'urgence. Honnêtement, la COPAR s'insurge contre... elle s'interroge sur l'existence ou non d'une stratégie globale du gouvernement face à ces catastrophes. Nous, on s'interroge. À ce jour, personne ne connaît le contenu de cette stratégie. Tous les jours, nous voyons des membres du gouvernement aller sur le terrain, collecter des sacs de riz, etc., et mettre dans des bateaux qui vont à gauche et à droite. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait des politiques publiques. Nous n'avons pas à répondre en lieu et place du gouvernement. Nous constatons qu'il n'y a aucune réponse idoine par rapport à l'enjeu qui est là, les catastrophes naturelles. On essaye de justifier tout ça par ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Mais gouverner, c'est prévoir. Alors, la communication du gouvernement sur cette question est chaotique. Donc, nous prenons position, nous disons, la gestion par
le gouvernement de cette problématique suscite bien d'interrogations et ne nous donne pas satisfaction. S'agissant de la situation relative à la politique nationale et les échéances électorales de 2021, la COPAR estime qu'il est encore possible de tenir un scrutin crédible. Cette institution s'en tient au strict respect de la Constitution. Elle invite le gouvernement à l'amélioration des conditions d'organisation de cette élection. La COPAR s'en tient au respect de la Constitution. Vous voyez cette même Constitution? Il y a des gens qui ont été élus députés sur cette base-là. Ils sont allés aux élections présidentielles sur cette base-là. Aujourd'hui, ils disent non, il n'y a pas d'élection en 2021 comme c'est prévu. Le président doit continuer son mandat. Ils ne disent rien sur les privilèges qu'ils tirent de cette même Constitution. Et le chef de file de l'opposition a des privilèges. Il propose que le Denis Sassou Nguesso ne soit pas candidat. Qu'est-ce qu'il a dit à son sujet à lui, en tant que chef de file? J'ai entendu, je crois, l'UDH Yuki dire les élus doivent aller au terme de leur mandat. Curieux. 5 ans de plus. 5 ans de plus. Doivent aller et Denis Sassou Nguesso doit quitter. Les mêmes dispositions constitutionnelles sont examinées ou interprétées à géométrie variable. C'est pas sérieux. Voilà justement les germes de la violence. Quand dans un pays, les élites ou les masses ne s'accordent pas, c'est la norme qui fait autorité, qui s'impose à tous. Alors, nous considérons qu'il est possible que les Congolais puissent de nouveau s'asseoir pour examiner les conditions de l'organisation des prochaines élections. Le combat de la COPAR, c'est la prise du pouvoir de façon démocratique. Et puis, nous l'avions rappelé au cours de cette semaine, 153 agents opérant au centre hospitalier universitaire de Brazzaville n'ont pas de qualification requise pour exercer en qualité d'agent de santé. La révélation a été faite par Sylvain Villiard, le nouveau directeur de cet établissement sanitaire, qui déplore par ailleurs la mauvaise pratique dans l'embauche des agents de santé en cours au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Théodore Balossa. Le scandale ahurissant serait peut-être à l'origine de plusieurs cas de décès déplorés par jour au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Plusieurs agents de santé, en effet, avec des faux diplômes, ont été décelés au CHUB à la suite d'un contrôle initié par le nouveau directeur général de cet hôpital. 153 pour être plus précis qui opèrent dans ce centre hospitalier sans qualification requise. Un scandale. Pour Sylvain Villiard. En 2018, le gouvernement a fait faire un audit du nombre de personnel chez nous. Durant cet audit-là, on s'est aperçu que dans nos dossiers, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient des diplômes, c'est ce qu'on appelle des faux diplômes ou des diplômes incorrects. Alors, on est en train de corriger cette situation-là. C'est soit que vous avez le diplôme ou vous ne l'avez pas. Alors, donc, on corrige cette situation-là puisqu'on vous a engagé sur la base de vos compétences et de vos diplômes. Donc, ces gens-là, on a demandé à corriger ça et on les a interpellés. C'est dans la procédure qu'on fait depuis que je suis arrivé pour mettre à jour tous nos dossiers et être sûr, c'est que ceux qui pratiquent chez nous ont les diplômes requis et sont compétents pour soigner des Congolais. Parce qu'oubliez pas qu'en arrière de ça, c'est les soins des Congolais qui sont là. Alors, vous voulez des gens compétents vous soigner? Ben, c'est ce qu'on demande. Le directeur général du CHUB a également profité de notre micro pour évoquer le recrutement des agents de santé en cours dans le plus grand centre hospitalier du pays. Mais un recrutement pour lequel, dit-il, certaines personnes mal intentionnées en font leur chou gras en soutirant de l'argent aux différents candidats. Le DG Sylvain Villiard est bien informé de toute cette tractation à la Cité. Je l'ai annoncé avant Noël, c'est l'embauche de 276 personnes. Cette embauche-là se fait selon une politique et un guide de recrutement avec des concours de candidature. Donc, j'en profite pendant que je suis là, parce qu'il est venu à mes oreilles que des gens dans la Cité requièrent de l'argent pour
pour faire la promotion de certaines personnes ou de certains CV. Ça ne sert à rien. Les concours sont menés par des gens indépendants, neutres, et ces concours-là, c'est de 3 à 5 personnes sur les jurys. Donc, j'avise, les gens, ça ne sert à rien. N'importez vos CV selon ce qu'on a demandé. Il y aura des concours de candidature. Vous avez les compétences. On cherche les gens les plus compétents. Pourquoi? Parce qu'on soigne des Congolais. Et les Congolais veulent être soignés par des gens compétents ayant les vrais diplômes. À noter que le nouveau directeur général du CHUB, Sylvain Villiard, droit dans ses bottes, poursuit sa série de réformes entreprises depuis son arrivée au Congo pour le redressement du plus grand hôpital du pays à la demande du gouvernement de la République. Et toutes ces situations, dit-il, ne sont pas de nature à ébranler sa ferme détermination. Et Brazzaville a abrité cette semaine une réunion qu'on appelle Dialogue pays sur le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette rencontre des acteurs de la société civile, le gouvernement ainsi que les partenaires au développement avait pour objectif de chercher un nouveau financement auprès du Fonds mondial pour lutter contre ces maladies dans la période allant de 2020 à 2022. Suivez. Le Congo postule un nouveau cycle de financement de la part du Fonds mondial pour les projets de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pour élaborer le programme pays qui sera soumis au Fonds mondial, la société civile, les partenaires au développement, l'équipe pays portefeuille Congo du Fonds mondial sont à Brazzaville pour participer au dialogue pays sur le sida, la tuberculose et le paludisme. La présidente du comité de coordination nationale du projet de financement par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Valérie Maba, a indiqué que de 2005 à 2019, le Fonds mondial a financé plus de 90 milliards de francs CFA au Congo pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et les progrès considérables sont notés sur la lutte contre ces pandémies. Pour espérer bénéficier de ce financement, le Congo avait soumis une lettre d'engagement pour le cofinancement du projet et accédé à l'instauration du dialogue inclusif pays. La ministre de la Santé et de la Population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo, sur la contrepartie du Congo qui est de 15%. Les sommes allouées à chaque pays ont été déterminées selon une méthodologie approuvée par le conseil d'administration du Fonds mondial qui se fonde avant tout sur la charge de morbidité et le niveau de revenu. Le Congo étant dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, une contrepartie de 15% est exigée au pays. Distingués invités, c'est l'occasion de rappeler que les financements du Fonds mondial sont complémentaires à ceux du gouvernement qui a mis en place une véritable stratégie de réduction de la mortalité liée aux 3 maladies que sont le sida, la tuberculose et le paludisme. En effet, comme vous le savez, à l'initiative du président de la République, chef de l'État, la gratuité des traitements du sida, de la tuberculose et du paludisme est effective depuis plusieurs années dans notre pays. Au cours de ce dialogue, les participants vont identifier les besoins prioritaires pour accéder à un nouveau cycle de financement avec le Fonds mondial période 2020-2022. Et puis nous allons parler du ravin du village Kouboula, situé à 35 km de Brazzaville, qui commence déjà à inquiéter non seulement les habitants de ce village du département du Poul, mais aussi les automobilistes de la route nationale numéro 1 Christi. C'est presque la moitié du village qui est menacé, Justin, et le ravin qui serait causé par une société en charge des travaux de canalisation des eaux dans ce coin a déjà emporté plusieurs habitations. La psychose s'est installée chez les populations. Elle exprime ici son désarroi envers les autorités du pays pour des solutions urgentes. Regardez. Le phénomène du ravinement des terrains prend de plus en plus de l'ampleur dans plusieurs quartiers de Brazzaville, surtout en période de saison de pluie. À Kouboula, une localité située à 35 km de Brazzaville, un gigantesque ravin a commencé à faire des dégâts au grand désarroi des familles. Des habitations menacées de disparition aux prochaines pluies, des arbres fruitiers déracinés et quelques plantations complètement englouties par la furie des eaux.
Ce ravin de plus de 15 mètres de hauteur s'est formé tout juste à l'entrée du centre Efata. Même le péage, nouvellement construit, court lui aussi un danger à cause de l'avancée significative du ravin qui est à 30 mètres du goudron. En effet, la canalisation qui devrait conduire l'eau jusqu'à la rivière Djumuna a été mal faite par les ingénieurs de la société Razel Dragage. La furie des eaux a fini par endommager l'orage, ce qui a provoqué ce ravinement du terrain. Si la canalisation était arrivée jusqu'à la rivière, cela ne devrait pas arriver. Mais ils sont toujours arrêtés, leurs travaux en cours de la rivière. Il fallait maintenant descendre jusqu'à la rivière. Oh, nous n'avons plus d'argent, oh, nous n'avons plus d'argent, oh, l'État congolais ne veut pas investir, oh, ce que l'Union européenne nous a donné, bon. Mais ça nous fait peur. Dieu est grand, il n'y a pas de disparition de maison, mais ça peut toujours arriver. Derrière moi, il y a eu et le sous-préfet a fait une descente et le préfet du Poul, ils étaient ensemble. Qu'est-ce que nous souhaitons? Il faudrait que les travaux débutent le plus vite possible. Cela fait déjà 4 ans que ce ravin dicte sa loi sur les lieux. Pour sauver les habitations en danger et même tout le quartier, il faut entreprendre en urgence des grands travaux pour stopper net l'évolution du ravin qui commence à inquiéter les habitants de cette localité du Poul. Doter le pays d'un système de prise en charge de couches vulnérables, c'est ce à quoi s'attelle le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire qui vient de lancer avec l'expertise française le projet Téléma d'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA. Ce projet vise à restructurer le travail social et faire émerger une nouvelle approche pour accompagner les populations concernées vers une autonomisation durable. Le point dans ce reportage de Gertrude Gomabaye. 33% des jeunes entre 16 et 29 ans sont au chômage, ce qui laisse penser que la situation est précaire pour cette couche de la société. Le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire s'est engagé à combattre ce fléau en promouvant l'insertion socio-professionnelle de ses citoyens, tout en mettant en œuvre des politiques de prévention des situations de précarité. Ainsi donc, le programme national d'action sociale a fait de la lutte contre la pauvreté une priorité dans la période allant de 2018 à 2022. De ce fait, après l'Issungui lancé en 2014, aujourd'hui, il a été procédé au lancement d'un nouveau projet Téléma pour réduire de manière significative ce taux élevé qui n'exclut d'ailleurs pas les personnes vivant avec handicap. Téléma est mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales. Il est financé par l'AFD à hauteur de 10 millions d'euros, soit environ 6,6 milliards de francs CFA, et bénéficie de l'appui d'Expertise France. Pour faire face à ces défis majeurs, le gouvernement congolais a adopté une politique nationale d'action sociale volontariste et ambitieuse, qui met en avant la protection sociale pour réduire les vulnérabilités. Cette politique a pour objectif de fournir à l'ensemble de la population un socle de protection sociale non contributive, c'est-à-dire des mesures de base destinées à aider les ménages et les individus à mieux gérer les risques sociaux et à leur garantir la dignité humaine. Elle s'articule autour d'une démarche structurée et intégrée selon l'approche des 4 P, prise en charge des cas de détresse, protection des personnes les plus vulnérables, prévention des situations de précarité et promotion de l'autonomisation. Dans la pratique, ce projet consiste à autonomiser les populations cibles à travers des activités génératrices de revenus d'une part et la poursuite d'une formation en vue de leur insertion socio-professionnelle d'autre part. À terme, l'apport de 3000 accompagnateurs, parrains et marraines pour encadrer ces futurs promoteurs de projets est l'innovation majeure de Téléma, a indiqué la ministre Antoinette Nzinga-Nzondo qui s'est réjouie de l'avancement de l'initiative des femmes dignées sous l'impulsion du responsable de la circonscription d'action sociale de cette localité. Les 2 autres variantes de ce projet sont orientées autour de l'amélioration durable des capacités d'intervention du ministère au niveau central comme au niveau déconcentré dans les CAS et le déploiement d'un système national d'information sur l'action sociale afin de collecter des données sociales, les analyser et évaluer les programmes mis en place pour une durée de 5 ans.
Le premier opérateur de téléphonie mobile au Congo, Airtel, vient de célébrer ses 20 ans d'existence sous le signe Christi de l'innovation. Oui, Justin, à cette occasion, le directeur général de Airtel Congo, Benoît Janet, a dressé le bilan des activités réalisées par Airtel depuis sa création en décembre 1999 jusqu'à nos jours, tout en projetant les nouveaux défis à relever pour l'amélioration de leurs services. Retour en image sur la soirée de gala organisée à Radisson Blue avec Armand Sanza. Airtel Congo fait son histoire en tant que premier opérateur de téléphonie mobile au Congo. Aujourd'hui, la société a totalisé ses 20 ans d'existence et l'événement est célébré en grande pompe à Elbow Suite. L'occasion pour le directeur général de Airtel Congo, Benoît Janin, ainsi que ses collaborateurs, de dresser le bilan sur l'ensemble des activités de Airtel, réalisées depuis son implantation en terre congolaise en décembre 1999, sous l'appellation d'abord de Celtel Congo, ensuite Zen, et maintenant Airtel. Nous retiendrons de son message que Airtel Congo a été la pointe de l'innovation technologique au Congo. La société a démocratisé l'Internet avec ses services 2G, 3G et maintenant 4G au grand bonheur de ses abonnés. Airtel Congo a lancé sur le marché la vulgarisation du téléphone portable qui était jusqu'à une période donnée un luxe pour la majorité de la population. Les cabines téléphoniques mobiles qui ont permis à la population d'appeler leurs proches à moindre coût. Les recharges électroniques, couramment appelées SAP-SAP. Ensuite, le service d'appel réseau unique qui permet aux abonnés de Airtel d'appeler au tarif local lorsqu'ils visitent un autre pays Airtel. En 20 ans d'existence, Airtel Congo a beaucoup fait dans plusieurs domaines. En éducation par exemple, la société a réhabilité et équipé plusieurs écoles du pays. Elle a aussi mené des actions philanthropiques à l'endroit des orphelins et des personnes défavorisées, sans oublier son soutien à la culture et aux activités sportives. Et que dire de son vaste programme Airtel Santé, qui a connu un grand succès depuis 2014 dans des grandes villes du Congo avec plus de 7000 consultations et soins gratuites. Autant de réalisations et la liste n'est pas exhaustive. Ce qui fait la joie de Benoît Janin, qui a rassuré leurs partenaires de faire plus confiance à Airtel. Aujourd'hui, vraiment, la grande force d'Airtel, c'est la couverture, le plus grand réseau Internet, c'est la technologie. On est 4G partout sur notre réseau, quasiment. Et puis, je pense que sur Airtel Money, récemment, on a montré quelque part la solidité et la fiabilité de notre solution. Comme vous le savez, il y a eu des problèmes récemment avec le WAX, le câble sous-marin, mais notre solution Airtel Money n'en a pas du tout souffert. Et on est là, la solution marche bien. On vient de passer le demi-million d'utilisateurs actifs, c'est quand même une grande étape aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui à ceux qui ne seraient pas encore chez Airtel, venez, essayez, et puis faites-vous une idée par vous-même. Le message que je leur ai passé, c'est on a fait beaucoup dans le social, que ce soit dans l'emploi, dans la formation ou dans les activités, je dirais, de charity, comme on dit. Et ce que je leur ai dit tout à l'heure, un peu sur le ton de la boutade, c'est repartons pour un tour, repartons pour 20 ans, et même plus. Et puis écoutez, j'ai l'impression que tout le monde est partant, donc très bien. Les agents qui ont totalisé 20 ans de fidélité, des loyaux services rendus à la société ont été récompensés au cours de cette soirée festive. Ensuite, la projection des différents reportages des 20 ans de Airtel, des moments très nostalgiques pour certains. La sortie du gâteau d'anniversaire a été aussi l'un des temps forts de la soirée. La danse aussi, oui, fait partie de notre culture pour ce genre d'événement. Il faut retenir que Airtel est présent dans 14 pays en Afrique et compte
plus d'1 million d'abonnés au Congo. Un réseau téléphonique à un autre aussi. RTL s'est réjoui de ses 20 ans d'existence. Aujourd'hui, l'opérateur de téléphonie mobile MTN se plaint de son côté des mauvaises informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. Des mauvaises informations faisant état des dysfonctionnements ou mauvais fonctionnement du service Mobile Money. Le point dans ce reportage. C'est une information qui circule sur les réseaux sociaux. Information selon laquelle le Mobile Money va être momentanément suspendu pour 2 semaines à partir du 6 février. Faux, archi-faux, a réagi MTN Congo. Cette information est fausse. C'est une information, c'est un gros mensonge qui a été mis sur les réseaux sociaux pour créer la panique au niveau des abonnés MTN et de discréditer le service Mobile Money, service qui est tant apprécié par le public congolais. Depuis les perturbations du réseau après la coupure du câble sous-marin, la société s'est mise à pied d'œuvre pour rétablir toutes ses connexions. Mais reconnaît quand même qu'ils sont en mode dégradé des services. Elle rassure toutefois sa clientèle. On est en mode dégradé, mais nous faisons de notre mieux pour que les clients transactent. Et donc, il peut y avoir quelques perturbations, que les gens ne soient pas paniqués. Personne ne perdra son compte, personne ne perdra son solde. Nous sommes là pour servir nos clients et nous sommes là que pour ça. MTN, à travers son directeur de Mobile Money, a présenté ses excuses à toute sa clientèle et garantit aussi que personne ne perdra son compte ni son solde. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'après la coupure du WAX, sur 2 endroits donnés, et puis l'autre voie alternative qu'on appelle SAT3, qui a aussi une rupture, nous avions pris une voie alternative pour pouvoir restaurer le service. Sauf qu'à partir de ce moment-là, on est en mode dégradé et toute la zone, toute la région, les filiales qui ont subi cette secousse-là sont rentrées dans cette voie alternative, ce qui fait que les requêtes que nous envoyons rentrent dans un tuyau qui est plus ou moins limité et par moment n'aboutissent pas. Et donc, en ce moment, ce que nous faisons, c'est de travailler, tous les techniciens, toute notre équipe technique est à pied d'œuvre pour pouvoir faire en sorte que le service marche. La société MTN engrange à elle seule au Congo 75% du marché Mobile Money. Et puis pour terminer la semaine de prière universelle pour l'unité des chrétiens ouvert le 17 janvier dernier, c'est clôturé samedi. Le culte a été présidé par le président entrant, Monseigneur Anatole Milando. Reportage de Vincent de Paul Kubimba. C'est une liesse qui témoigne bien que l'œcuménisme vit. Les membres des mêmes corps, le corps du Christ, se sont retrouvés à Sainte-Anne du Congo pour un culte. La célébration de clôture de la semaine de prière universelle pour l'unité des chrétiens en général et des Congolais en particulier. Ce culte de clôture présidé par le président entrant, Monseigneur Anatole Milandou, archevêque métropolitain de Brazzaville, est un moment fort pour le peuple de Dieu qui a répondu présent à cette invitation divine. Prêchant sur l'évangile du jour, Luc 18, les versets 18, 19 et 21, le président sortant, Monseigneur Pantelémon Aratimos, a invité les chrétiens à suivre l'exemple de Paul, qui a fonctionné comme un catalyseur. Jésus-Christ est le premier immigrant sur terre. En seulement une année, plus de 3500 âmes inconnues ont été perdues dans la Méditerranée orientale, à la recherche de la sécurité, des bombardements de Syrie, des guerres en Irak et en Iran, des illégalités sociales, de la pauvreté,
de l'oppression du fanatisme islamique, de la privation de liberté que Dieu le Créateur a donnée à sa création, l'homme. Bien sûr, ce sont les morts déclarés, parce qu'il y a ceux dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Ils ne sont pas donc parmi les morts, mais partie de milliers de disparus. S'adressant aux fidèles, le président entrant du COEC les a exhortés à adopter le comportement des Maltais. C'est en nous inspirant de leur exemple que nos prières et nos réflexions cette année ont été centrées sur l'hospitalité et la tolérance. Une meilleure thématique pour nous aider à tourner définitivement le dos à nos turpitudes réciproques, à cette cargaison de défiance mutuelle, d'amertume et de suspicion accumulées au long des siècles pour rendre grâce au Seigneur de la croissance du mouvement écuménique congolais. Ouverte le 17 janvier dernier, la semaine de prière universelle pour l'unité des chrétiens du Congo, célébrée sous le thème « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire », acte 28, verset 2, a été clôturé ce 25 janvier 2020 en la basilique Sainte-Anne du Congo. Voilà, c'est par cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens que nous bouclons ce journal. Merci d'avoir été avec nous ce lundi 14h. Bob Lokoli, à 20h30, vous serez en compagnie de Christy Mationa. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi prochain. Bon début de semaine à toutes et à tous.